Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire curieuse qui a laissé perplexe tous ceux qui l'ont entendue. La tragique histoire de l'homme, qui s'est retrouvé écrasé entre la piste d'atterrissage et son bombardier. Cette histoire a été racontée dans de nombreux livres de l'époque, par des personnes qui en ont été témoins, ou en ont entendu parler. Étant donné son aspect anecdotique, cette histoire est souvent vue comme un mythe. Cependant, aujourd'hui, en plus de raconter cette histoire, nous allons également analyser sa véracité, afin de déterminer si elle est vraie, ou si ce n'est qu'une légende répandue parmi les membres d'équipage des bombardiers. Installe-toi confortablement et bienvenue au Guns Club. Comme je l'ai dit, il existe de nombreux récits de cette histoire, mais tous semblent provenir du livre d'Andy Rooney de 1995 Ma guerre. La suivante a été extraite du livre Maître du ciel. Au chapitre 5 est dit ceci. Pendant que Rooney et d'autres journalistes attendaient devant une tour de contrôle le retour d'un escadron de bombardiers, la rumeur s'est répandue qu'un mitrailleur de tourelle ventrale était coincé dans sa bulle sous l'avion. Les engrenages, qui faisaient tourner la tourelle pour mettre le mitrailleur en position de tir, puis le ramener à la position qui lui permettait de sortir, avaient été touchés et étaient bloqués. Le mitrailleur de la tourelle ventrale a été piégé dans une cage en plastique. 2 de ses moteurs étaient vraiment endommagés. Juste avant l'atterrissage, le système électrique et hydraulique du Fortress est tombé en panne, ce qui a rendu impossible pour le pilote de sortir le train d'atterrissage. La manivelle de secours pour actionner le train d'atterrissage principal avait également été détruite par le feu ennemi. Le pilote devait effectuer un atterrissage sur le ventre. Il y a eu 8 minutes de conversation déchirante entre la tour, le pilote et l'homme piégé dans la tourelle ventrale. Nous savions tous ce qui touche en premier quand il n'y a pas de roue. À la fin, il y eut un silence, et après un moment, nous avons tous observé avec horreur ce qui s'est passé. Nous avons vu la vie de cet homme s'achever, traîner et racler sur des centaines de mètres entre le béton de la piste et le ventre du bombardier. À côté du récit du livre, cette photo apparaît, nous rappelant à quel point le travail des équipages de bombardiers pendant la Seconde Guerre mondiale a été difficile. Andy Rooney dans des livres après ma guerre. Il nous donne également beaucoup plus de contexte sur cette histoire, en nous fournissant des informations sur le lieu et même la date. En plus de détails comme le fait que le bombardier n'est pas resté quelques minutes, mais 2 heures à survoler l'aérodrome en attendant une solution. Cette histoire est très contestée car il n'y a que des preuves anecdotiques. Mais alors, est-ce réel ou est-ce de la fiction? Eh bien, analysons cela en profondeur en confirmant les points suivants. Premièrement, peut-on rester coincé dans une tourelle Sperry? Dans le livre, on observe qu'il est mentionné que le mitrailleur était coincé. Même dans le documentaire Seconde Guerre mondiale en haute définition, un supposé enregistrement audio des communications a été diffusé, où le mitrailleur le confirme. Il est possible, c'est vrai. Et cela est certainement possible, même si tu ne le crois pas. La tourelle ne pouvait pas être détruite simplement en la frappant avec les pieds. Elle était blindée pour résister aux tirs. De plus, pour que l'artilleur puisse sortir de la tourelle, on utilisait une porte arrière qui se trouvait exactement à l'opposé des armes. C'est-à-dire que pour sortir, l'artilleur devait aligner les armes de façon perpendiculaire avec le bombardier. De cette façon, la porte pouvait s'aligner avec l'ouverture du bombardier. La tourelle était électrique et pouvait aussi être actionnée depuis la cabine. Ainsi, si le mitrailleur était blessé et ne pouvait pas actionner la tourelle, il pouvait le sortir très facilement. Sur cette photo en question, on voit que la tourelle était orientée vers l'avant, ce qui confirme que le mitrailleur, en effet, ne pouvait pas sortir. Cela correspond à l'histoire racontée. Dans l'histoire du livre, il est aussi mentionné que les systèmes électriques de l'avion et les engrenages de la tourelle étaient bloqués. Par conséquent, il est logique que le mitrailleur n'ait pas pu sortir, donc rester enfermé dans une tourelle Sperry était tout à fait possible, si tu n'avais pas de chance. Analysons la cohérence entre les dégâts décrits et ceux de la photo. Tu pourrais penser que ces dégâts sur la tourelle seraient insuffisants, en considérant que 13 tonnes de poids sont tombées dessus. Cependant, même lorsque le train d'atterrissage est relevé sur les B-17, il n'est jamais complètement rentré.
En fait, les roues restent légèrement sorties par rapport au fuselage, offrant une certaine résistance lors des atterrissages forcés et séparant le bombardier. Les dégâts sont donc tout à fait cohérents avec ce qui a été raconté. Maintenant, pourquoi le mitrailleur n'a-t-il pas sauté du bombardier? Comme la tourelle était orientée vers l'avant, cela permettait à la trappe arrière d'être dégagée, ce qui permettait au mitrailleur de sauter. Cependant, dans les tourelles Sperry, l'espace était assez limité, ce qui rendait impossible d'y contenir un parachute. Pour le mitrailleur, les parachutes se trouvaient juste au-dessus de la trappe de la tourelle, dont les mitrailleurs n'avaient aucun moyen d'arrêter leur chute s'ils étaient éjectés de la tourelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on raconte que des mitrailleurs portaient des parachutes sur leur poitrine pour stopper leur chute en vol si besoin. Cependant, ce n'était pas quelque chose de standardisé. Le mitrailleur de l'histoire pouvait ne pas avoir de parachute, et il ne pouvait tout simplement pas sauter. S'il ne pouvait pas sauter, alors pourquoi ne pas larguer la tourelle? Avoir un parachute? La tourelle du B-17 Flying Fortress était la seule tourelle sphérique des bombardiers alliés de la Seconde Guerre mondiale qui n'était pas rétractable. C'est-à-dire que lors d'un atterrissage forcé, lorsqu'il n'y a pas de train d'atterrissage, certainement, la tourelle serait la première à toucher le sol, écrasée par le poids du bombardier. Si quelqu'un était à l'intérieur, il serait certainement judicieux de la détacher avant d'atterrir. La tourelle des B-17 pouvait être larguée si nécessaire. Nous avons déjà parlé de ce sujet dans une vidéo de cette chaîne, je te la recommande vivement. Mais, en résumé, si un bombardier subissait des dommages importants et que le pilote constatait qu'il n'allait pas atteindre la base, l'équipage se préparait pour un atterrissage forcé. Pour cela, il larguait la tourelle sphérique au sol, si nécessaire. Celle-ci pouvait être larguée simplement en retirant une série de boulons qui la maintenaient attachée à l'avion. En larguant la tourelle, il gagnait plus de kilomètres, car cela permettait d'alléger l'avion. De plus, cela permettait au bombardier d'atterrir sur le ventre, sans subir de dommages structurels importants. Atterrir sur le ventre avec la tourelle pouvait causer des dommages plus importants à la structure de l'avion, rendant l'atterrissage forcé encore plus compliqué. L'ensemble du processus de retrait de la tourelle prenait environ 20 minutes. Lancer la tourelle avec le mitrailleur à l'intérieur juste avant l'atterrissage semblait être une bonne idée. Mais peut-être qu'à ce moment de stress, les membres d'équipage de ce B-17 ne l'ont pas vu de cette façon. Selon tous ces points, tout ce qui a été raconté par Andy Rooney et le livre Masters of the Air pourrait être véridique. Alors, pourquoi tout le monde dit-il que cette histoire est fausse? Eh bien, dans le livre d'Andy Rooney, postérieur à Ma guerre, intitulé cordialement, l'écrivain donne plus de détails intéressants sur cette histoire, comme le lieu et la date, ce qui a rendu cet événement plus facile à enquêter. Nombreux ont étudié l'histoire de Rooney, mais l'analyse la plus précise vient de Noah 307 sur le forum Warbird Information Exchange. Crédits à lui, car il a fait un très bon travail. Selon Rooney, les événements ont eu lieu le 17 août 1943 sur la base aérienne de Basingbourn, en Angleterre, où opérait le 91e groupe de bombardiers. À cette date, un seul accident s'est produit. C'était la mission numéro 84 à laquelle ont participé 4 escadrons. Le 32e, le 33e, le 34e et le 41e escadron de bombardiers. Selon les rapports quotidiens de ces escadrons, il n'y a eu qu'une seule perte ce jour-là. Le sergent technicien Donald F. Robertson, Bordeaux, du B-17 F-41, 246-39. Donc, le mitrailleur tombé ce jour-là devait être cet homme, puisqu'il est confirmé dans le livre qu'il est sa mort sur la piste. Alors, il ne pourrait pas s'agir d'un disparu ou d'un blessé. Cependant, Robertson était opérateur radio, pas mitrailleur. Donc l'histoire de Rooney est totalement fausse. Certainement, quelque chose comme ce que raconte Rooney aurait dû être une histoire digne d'être consignée dans les rapports quotidiens. Mais il aurait aussi dû y avoir beaucoup plus de témoins. C'était une piste très fréquentée. Et dans les livres de Rooney, il est dit que de nombreuses personnes ont vu l'événement. Si le récit de l'histoire de Rooney, qui a été témoin direct des événements, est faux, alors clairement tout autre récit pourrait aussi être biaisé ou, au minimum, exagéré. Cependant, je pense que c'est le genre d'histoire qui reste à l'interprétation de chacun, quant à savoir si elle est réelle ou non. Donne ton avis en commentaire.
Si tu as aimé cette vidéo, tu pourrais apprécier l'histoire de la chute du Chinook 74, une histoire captivante. Merci beaucoup d'avoir regardé celle-ci. Et au revoir.